Philippe de l'Info Média du jour. Comment parler des banlieues et surtout comment faire parler la banlieue? C'est la gageure d'un document qui passe ce soir sur RMC Story. 70 minutes en immersion à la cité des 3000 à Aulnay, là où s'était passée l'affaire Théo, du nom de ce jeune agressé par la police lors d'un contrôle d'identité et que le président François Hollande était allé visiter sur son lit d'hôpital. Mais au-delà des affaires médiatiques, quel est le quotidien d'une cité quand les feux de l'actualité sont ailleurs? Bonjour Antoine Ly. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste, vous signez un long document qui passe ce soir à 21h sur RMC Story. Je l'ai dit dans la case enquête prioritaire. Le titre Aulnay-sous-Bois, immersion au cœur de la cité. Comment avez-vous travaillé? Lorsque on s'est lancé dans ce projet, on savait très bien que travailler en banlieue, sortir une caméra, c'est toujours très compliqué. Et donc, on a voulu prendre le temps de bien se préparer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a décidé de consacrer un mois sur place sans caméra. Il était question pour moi de m'immerger dans le quotidien de la population d'Aulnay-sous-Bois. Par exemple, j'ai été faire mes courses au marché chez Hussein. J'ai été manger au restaurant des 3000, parce que c'est la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, chez Hassan, où voilà, tous les jours, le matin, midi, soir, j'étais là-bas. J'étais me faire couper les cheveux chez Zaki, à 2 reprises. 9 € la coupe, c'est imbattable. Ouais. Et voilà. Et en fait, le fait de me voir au quotidien tous les jours dans leur quartier, ils se sont dit, tiens, lui, il a une démarche un peu particulière, mais après, je me présentais, je leur disais bonjour, je m'appelle Antoine, je suis journaliste et je veux faire un documentaire sur vous. Ouais. Vous avez des choses importantes à dire, je pense, et est-ce que vous voulez bien m'en parler? Et là, ça a été des négociations compliquées parfois, longues, et il a fallu revoir à plusieurs reprises les interlocuteurs. Des négociations de quel ordre? C'est-à-dire que en fait, c'est compliqué de travailler, comme je vous l'ai dit, dans les banlieues. Vous ne voulez pas parler? Pardon, une anecdote, je vous ai interrompu, allez-y. Il y a quelques années de ça, je me suis retrouvé dans un studio de radio et je faisais un reportage sur la banlieue et l'invité principal était un photo-reporter. Un reporter de guerre qui présentait un livre où il avait passé beaucoup de temps en Afghanistan, et on diffuse le reportage sur la banlieue, et à l'issue du reportage, la présentatrice Isabelle Giordano demande à ce reporter de guerre: est-ce que vous avez déjà fait des reportages en banlieue? Et il dit une chose incroyable, il dit: moi, j'ai plus peur d'aller en banlieue que d'aller en Afghanistan. Et c'est là, ça montre bien le fossé qu'il peut y avoir entre nous, les journalistes, et parfois la population des banlieues. Alors justement, puisqu'on parle de pays, est-ce qu'on est à l'étranger, est-ce qu'on n'est pas à l'étranger, votre premier témoin, vous allez comprendre le sens de ma phrase, c'est un comédien, il s'appelle Hakim Jaziri, et il fait l'historique et la sociologie du quartier des 3000. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y avait à mon époque plus de Français pure souche. Il y avait encore une certaine mixité. Qui n'existe plus aujourd'hui, quasiment plus. Donc, si on regarde autour de nous, il y a une multitude de nationalités différentes qui cohabitent super bien ensemble. Il n'y a pas de Français pure souche. Je regrette parce qu'ils ne seraient pas mal accueillis, au contraire. Les Français pure souche ne seraient pas mal accueillis. Si un homme politique parlait de Français pure souche, il serait aussitôt classé à l'extrême droite et qualifié de raciste. Oui, mais pas lui, parce que lui, il sait de quoi il parle. Hakim, c'est un parcours étonnant. Il arrive à l'âge de 13 ans à la cité des 3000. Non, ce que je veux dire par là, c'est que votre documentaire est complètement iconoclaste. On dit des choses qui ne se disent jamais dans les médias. Et moi, c'est ce qui m'a séduit. Voilà, c'est aussi le parti pris qu'on a pris, qu'on a voulu avoir, c'est qu'on allait cacher aucune thématique, aucune problématique. Tout ce qui agite en ce moment la société, ce qui fait la une des médias, communautarisme, port du voile, islam, délinquance, trafic de drogue, on voulait aborder toutes ces problématiques et les aborder de front avec ceux dont on parle toujours mais qu'on n'entend jamais, les habitants de ces cités. Alors, au départ, ils disent, nous, les médias nous présentent très très mal, nous sommes des gens absolument normaux, au sens de dans la norme, on est des Français comme les autres, enfin quand ils sont Français, en tout cas ils ne veulent pas être stigmatisés, montrés du doigt. Et alors, c'est pas facile de montrer que ce territoire est un territoire comme les autres et qu'il est justement injustement stigmatisé par les clichés. Par exemple, il y a une interview surréaliste d'un jeune qui a été exclu du collège quand il était en 5e, extrait. Toi, c'est la première fois que tu es exclu de l'école ou pas? Non. C'était quand la première fois et pourquoi? En 5e. Quand les 6e rentrent au collège, on les frappe. Et moi j'ai frappé des 6e, mais il y en a un, il m'a balancé. J'étais exclu une semaine. Mais pourquoi tu l'as frappé? Parce qu'il rentre en 6e. Non mais les gens qui voient ça, ils se disent mais on est chez les fous. Comment on peut dire qu'on fait partie intégrante de la République quand des élèves de 5e frappent les 6e au seul motif qu'ils sont en 6e?
Ouais, c'est incroyable et c'est vrai que c'est très surprenant. Il y a aussi un autre gamin à ce moment-là qui est aussi lui exclu parce que il a proféré des menaces d'attentat en plein cours. Et quand je lui dis mais pourquoi tu fais ça, il me dit mais c'était une blague, c'était pour rigoler. Ouais. Et je lui dis mais tu te rends compte de la portée de tes propos? Il fait bah non, je comprends pas. Je trouve que le fait d'avoir été exclu c'est injuste. Et on entend ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on aborde concrètement les problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que ces gamins-là sont pris en charge par des équipes, par des adultes qui essaient de les remettre dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans ces quartiers, mais on ne les laisse pas faire, il n'y a pas de fatalité, on récupère ces gamins pour les remettre dans le droit chemin, celui de la République. Alors vous avez dit, ça parle d'islamisme, ça parle des femmes, ça parle de la place du voile. On en parle tout de suite avec vous, Antoine Ly, en direct dans Culture Média. Oui, dans l'info média du jour, un long document qui passe ce soir à 21h sur la case RMC Story, dans la case enquête prioritaire. Le titre Aulnay-sous-Bois, immersion au cœur de la cité. On continue à en faire le tour avec son réalisateur Antoine Ly dans un instant sur Europe 1. Bonjour, je voudrais vous parler de la référence des utilitaires, le nouvel Iveco Daily. L'Iveco Daily Ben et Coffre tout équipé est à seulement 365 € par mois. Vous aussi, laissez-vous séduire. Et pendant les jours Black Friday, profitez de nombreux délits immédiatement disponibles chez votre concessionnaire Iveco. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 7 505 €, valable jusqu'au 31/12/2019, après acceptation de dossier par Iveco Capital. Offre soumise à condition, détails sur iveco.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, je suis chez Lidl là, et je suis paumé. Paumé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh ben paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre en filet de 2,5 kg sont à 1,79 €. 1,79 € le filet de 2,5 kg de pommes de terre? Et des pommes de terre origine France, hein. Ça revient à 72 centimes le kilo. On a tout paumé. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 72 centimes le kilo, catégorie 1, calibre 40-70, traitement antigerminatif après récolte, pommes de terre de consommation, variété Agatha et ou Orchestra, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Peugeot Service présente Éloge de la pause. Aujourd'hui, je suis avec Laurent au volant de sa Peugeot. Enfin, pas exactement de sa Peugeot, mais il siffle pourtant si gaiement. Alors, pourquoi ? Parce qu'avant de partir, Laurent a fait une pause bien méritée chez Peugeot Service et a profité du pack contrôle technique, incluant pré-contrôle, contrôle et véhicule de remplacement pour 99 €. S'il y a bien quelque chose que Laurent ne s'est pas fait siffler, c'est sa mobilité. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr, voir conditions en ligne. Auchan, et la vie change. Le litre de velouté de carottes bio Auchan est à 1,99 €. 1,99 €, c'est un tout petit prix, mais en même temps, c'est grand, car derrière ce tout petit prix, il y a de grandes choses. Des carottes bio, issues de notre filière responsable, et un velouté conditionné dans un emballage 100% recyclable, plus respectueux de l'environnement. 1,99 €. C'est grand, non ? Voilà, c'est parce qu'il y a tout ça derrière nos petits prix, que nos petits prix sont grands. Auchan. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. À la fois comptable, juriste et logisticien, il sait tout faire aux petits oignons. Lui, c'est Arnaud Bergine, artisan primeur et son Citroën Jumpy avec porte latérale coulissante main libre. Citroën Jumpy, comme vous, il sait tout faire. Pendant les jours pro Citroën, profitez-en à partir de 159 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer de 2249 €, offre non cumulable hors taxes, conditions de reprise réservées aux professionnels, valable jusqu'au 30 novembre, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Comment parler des banlieues et surtout comment faire parler la banlieue? Antoine Ly, journaliste et documentariste, a passé 2 mois à Aulnay-sous-Bois pour une immersion au cœur de la cité. Un document qui passe, Philippe, ce soir sur RMC Story. Un document de 70 minutes dans lequel, entre autres, vous intéressez de la stigmatisation des musulmans, un très bon et très important sujet. Et ce qui m'a frappé, c'est que pas une seule fois le mot attentat n'est prononcé, pas une seule fois le mot victime n'est prononcé, aucune référence au Bataclan, aucune référence au 11 septembre, aucune référence à la tuerie de l'Hypercacher. En revanche, vous avez fait entendre un extrait du journal télévisé qui parlait de l'agresseur à la mosquée de Bayonne. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, au moment où on tournait, ce drame est survenu. Claude Cinquet essaie de brûler une mosquée, il tire sur 2 musulmans. C'était pas ça ma question. Pourquoi on parle quand on agresse la mosquée, mais pas les autres agressions dans l'autre sens ? Pourquoi aucune référence au Bataclan ou à l'Hypercacher ou au 11 septembre ? Parce que moi j'estime qu'à ce moment-là, je veux pas faire d'amalgame. En fait, on pourrait en parler, mais c'est évoqué. C'est même pas d'en parler, c'est de prononcer le mot. C'est ça qui m'a frappé. En 70 minutes, vous n'avez pas trouvé 2 syllabes pour dire, ou 3 syllabes, Hypercacher, 4 syllabes, ou Bataclan. Franchement, on n'y a pas pensé, mais, bon. mais en fait,
on a surfé sur l'actualité du moment. À ce moment-là, il se trouve que c'est des édifices musulmans qui sont attaqués. Ah mais là, bien sûr. Et donc nous, normal. Et en fait, vous parlez d'attentats. On l'évoque, la radicalisation avec effectivement Hakim Jaziri dont on a entendu un extrait tout à l'heure. Le mot n'est pas prononcé. Ils disent il y en a qui ont fait des choses. Et tout est un voile pudique est jeté sur ces événements et c'est ce qui m'a frappé. Comme si vous n'osiez pas nommer les choses. Ah bah franchement, c'est pas du tout notre volonté. On a tout abordé. Ouais. Mais si vous voulez après. Je pense en plus, là, vraiment, vous. Eh ben, vous le reverrez. Alors, autre question, parce qu'on va pas s'arrêter là-dessus. Il y a un seul café dans toute la cité, le café de Paris. Vous y allez, il n'y a que des hommes. Ouais. Et il y a un débat absolument passionnant entre deux monsieur. Un qui serait pour que des femmes viennent, l'autre qui explique que sa femme ne viendrait pas, pour quelle raison. Enfin bref, c'est passionnant, je ne peux pas le résumer ici. Et ensuite, vous interrogez des femmes pour leur demander pour quelles raisons elles ne vont pas dans le café. Écoutez bien l'argumentaire, écoutez bien la réponse. Non, tout seul, on ne va pas oser parce qu'il n'y a que des hommes. Mais quand c'est pas dans un café, ouais, il y a des hommes, machin, voilà, et puis que vous êtes seul, mais c'est pas interdit, hein. Voilà, mais non. Ça aussi, c'est un signe de pudeur, en fait. Enfin, c'est bizarre, enfin... C'est un signe de pudeur, mais si elles allaient au café, il n'y aurait pas que des hommes. Il y aurait des femmes aussi et la pudeur serait la même. C'est incroyable ce syllogisme. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est moi ce que j'ai compris à travers ces rencontres-là, c'est que c'est aussi une culture. Voilà. Pour dire la vérité, en 2 mois, moi j'ai vu quelques femmes à ce café, mais c'est vrai qu'elles étaient blanches, françaises entre guillemets avec des grosses guillemets, françaises de souche. Donc la présence de femmes n'est pas interdite dans ce café, parce qu'on fantasme beaucoup sur justement ces lieux où concrètement il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine, mais moi, j'ai rencontré 2-3 femmes durant 3 mois, pendant 2 mois. Elles étaient là, elles prenaient leur café tranquillement parmi ces hommes-là. Il n'y avait pas de problème, il n'y a pas d'interdit. Et après, c'est un choix individuel de ne pas y aller. Il y a une seule fille qui vous parle très longuement, une danseuse qui est passionnante. Et quand vous l'interrogez sur la place des femmes dans la cité des 3000, elle commence par vous expliquer qu'elle déteste cette question. Ce qui est une manière de la récuser. Donc comme ça lui permet de ne pas répondre à la question. Et ensuite, elle emploie ce néologisme. Elle dit « Pour survivre dans la cité, je me suis bonhomisée ». Ouais, parce que, alors, c'est pas, effectivement, elle m'envoie un peu balader au début, mais non pas parce qu'elle veut pas répondre à la question, c'est parce qu'elle trouve que c'est une question qui est quelque part déplacée. C'est que. J'ai bien compris, ça m'a pas échappé. Oui, mais si vous voulez, mais après elle répond, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que, effectivement, quand on est une femme dans ces cités, il faut savoir s'imposer et parfois montrer un peu les muscles. C'est ce qu'elle dit quand elle dit qu'elle se bonhomise. Mais ensuite, ça veut dire se déféminiser. Oui, mais après. Lorsqu'elle a trouvé sa place, aujourd'hui, Tichou, elle s'appelle Tichou, cette danseuse, il n'y a pas plus féministe. Elle défend les droits des femmes auprès des hommes, et je peux vous dire, justement, cet héritage, cette expérience de bonhomme lui permet de s'imposer et d'imposer son discours féministe. J'ai compris, mais le message subliminal qu'elle envoie à travers votre caméra, c'est que cet endroit n'est pas un territoire de la République comme les autres, puisque pour qu'une femme y survive, il faut qu'elle se bonhomise. Ça peut être la condition, ça peut être un des moyens, effectivement, de s'en sortir. Vous avez rencontré aussi le dernier kiné de la cité des 3000, un blanc, il part à la retraite, il trouve personne pour lui succéder, il est très attachant, il fait sourire. Pourquoi il n'y a personne de la cité qui veut être kiné ? Est-ce qu'il n'y a aucun qui fait des études, et quand il y en a qui font des études, j'espère qu'il y a l'ascenseur social qui fonctionne, pourquoi aucun ne veut reprendre ici, dans la cité ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on grandit dans ces quartiers, c'est qu'il y a une psychologue qui en parle très très bien, qui prend en main justement les enfants qui ont été exclus. Elle explique que dans les cités, on vous offre pas la possibilité de vous projeter, de rêver. Il y a qu'un rêve possible aux 3000, c'est celui de devenir footballeur. Il y a eu quelques champions qui sont sortis de ce quartier-là, Moussa Sissoko pour pas le nommer, et tout le monde rêve d'être ce footballeur professionnel. Il y a une grande. Mais attendez, tout le monde fait des études. Si vous avez 18 en maths, 18 en anglais et 18 en français, vous dites pas je veux être footballeur. L'ascenseur social, il existe. Comment se fait-il qu'il n'existerait pas là-bas ? Si, il existe. Mais effectivement, alors moi, j'ai pas rencontré de gens qui avaient fait des études de kinésithérapeute, mais par exemple, j'ai rencontré une femme qui est architecte. Et elle s'est installée d'abord à Paris, mais elle se sentait mal à l'aise. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est revenue à la Cité des 3000. Alors, on lui a proposé d'intervenir dans notre documentaire. Elle a refusé, ce qu'on a accepté. Mais voilà, il y a aussi ces profils-là. Et si vous voulez, c'est terrible parce que, par exemple, Marc Louis,
Voiveler, ce kinésithérapeute qui est là depuis 40 ans, dans la cité des 3000, là, il est proche de la retraite. Il s'en va pas, pourquoi ? Parce que s'il s'en va, il n'y a plus de kiné. Et j'ai assisté à des scènes incroyables. Vous allez à son cabinet, il prend 10 patients en même temps. Il est obligé de gérer en même temps 10 personnes. Vous parliez de la difficulté de faire parler des gens là-bas. Vos premiers intervenants, j'ai regardé, c'était un comédien, un rappeur, une danseuse, que des professions artistiques. Pourquoi vous n'avez pas fait parler, ou alors pourquoi ils ont refusé de parler un chômeur, un livreur, un ouvrier, un magasinier ou un ingénieur ? Alors, déjà, pourquoi autant de professions artistiques ? Il n'y a que qui parlent ? Déjà, on avait le parti pris aussi de montrer qu'il peut y avoir de la culture en banlieue. Parce que lorsqu'il y a des reportages sur la banlieue, en fait, on les voit rarement. Les reportages qu'on voit, c'est les voitures qui brûlent. Police, c'est les bagnoles qui brûlent. Le shit. Voilà, c'est la délinquance. Et nous, on sait qu'il y a de la culture. Et donc, c'était important pour nous, c'est de montrer ça, de sortir. Je vous ai pas demandé pourquoi vous les montriez. Je dis pourquoi vous ne montriez que ça. Pourquoi on voit pas un magasinier ? Il y a je sais pas combien un taux de chômage énorme. Pourquoi il n'y a pas un chômeur ? Alors, on a rencontré des chômeurs. Alors, comme on avait une démarche de transparence, on leur a dit, voilà, on va faire un documentaire, on va vous donner la parole. Est-ce que vous acceptez de parler ? Beaucoup nous ont dit non. C'est ce que je vous expliquais, c'était très très difficile de les convaincre. Il faut imaginer aussi l'approche qu'ils ont des médias. Parce qu'effectivement, lorsqu'ils regardent... Alors, ils détestent par exemple les chaînes d'infos continues, mais ils sont biberonnés à ça. Et ils regardent ça et ils voient effectivement toujours les problèmes, la banlieue qui brûle. Et en fait, ils ont cette image-là. Et il y a beaucoup de méfiance. Et après, c'était compliqué. Effectivement, on a essayé d'avoir tous ces profils que vous évoquez, mais on n'a pas réussi à les convaincre. Alors je dois dire, parce qu'on entend quelques critiques que je suis en train de faire, mais que l'ensemble vraiment est absolument magistral et un regard inédit sur la banlieue. Merci beaucoup Antoine Ly, je le rappelle, c'est ce soir à 21h sur RMC Story, ça s'appelle Aulnay-sous-Bois, immersion au cœur de la cité. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Merci beaucoup.